Le premier chapitre, les racines, les mythes et les réalités économiques, mais d'abord les faits. Il alors des groupes d'individus armés de gourdins, de machettes ou de barres, des barres de fer défilant dans les townships en Afrique du Sud, des attroupements hostiles harcelant des passants sur leur seule apparence physique, leur accent ou leur maîtrise approximative des langues locales. Ces mouvements de foule débouchant parfois sur des lynchages publics d'une extrême violence au milieu des axes routiers. Quelles sont vos premières réactions sur ces scènes, on va dire, surréalistes? Êtes-vous attristé, choqué, déçu ou scandalisé? Le tout en même temps. Parce que cela n'aurait pu jamais avoir lieu au pays de Nelson Mandela. Là, nous sommes en Afrique du Sud. Et ce qui a été présenté comme mouvement anti-migrant. Normalement, ça, en principe, s'il faut travailler sur les immigrants, la régularité de l'immigration, je crois quand même que c'est un travail qui revient en principe dans tous les pays à la police. Ce n'est pas aux habitants de se lever, de se munir de gourdins pour aller pourchasser donc, des Africains noirs comme eux et les accuser de tous les torts, de tous les maux dont ils ne sont vraiment pas responsables. Je pense que c'est une situation vraiment déplorable. C'est à la limite, c'est tout à fait condamnable. Mais le plus grave ici, ce n'est pas seulement l'acte, c'est le silence coupable des institutions et des pays africains sur ce qui s'est passé cette semaine en Afrique du Sud, qui est tout simplement aberrant. Et je crois que ce genre de choses ne devrait pas se tenir sur notre continent. Et c'est malheureux de constater que les seuls peuples qui sont ainsi traités, c'est vraiment les Africains. Et très malheureusement, le mauvais traitement réservé aux Africains en situation d'immigration ne se déroule pas seulement sur les autres continents. Ça se passe également sur notre continent africain. Et c'est là toute l'aberration de la chose. Excellence Sogoyou Kegewe, êtes-vous également scandalisé par ces scènes de violence contre les Noirs, les étrangers? Est-ce que c'est simplement scandalisé? Scandalisé est trop faible comme mot. Je ne sais pas, hein, si on trouvait un bon professeur de français, il nous dirait un mot plus fort que scandalisé devant ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Mais, Gilles, vous savez, chez nous, chez moi, il y a les griots. Un griot a le droit, par exemple, d'insulter le chef. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'insulter, de lui dire certaines vérités qui ne sont pas agréables à entendre. Mais avant de le faire au chef, il se dénonce lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il dénonce ses défauts, ce qui lui donne le droit de dénoncer les défauts d'autrui. Aujourd'hui, nous, en tant qu'Ouest-Africains, oui, c'est agréable d'aller se scandaliser devant ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui ou ce qui s'est passé au Gabon hier. Mais reconnaissons humblement, tout au honte but, que c'est nous, les Ouest-Africains, qui avons initié la chasse aux gens compte tenu de leur pays. Qui oublie le Ghana du temps de ce tristement célèbre président Bouzia? Tu sais ce qu'on a fait aux gens, aux étrangers, au Ghana? Mais c'est terrible. Et qui étaient ces étrangers? Mais attends, c'était des Togolais, des Ivoiriens, des Nigérians. Ils ne sont pas venus de loin. C'est soi-disant étrangers que le régime Bouzia a lynché au Ghana. Il y a eu également le Nigeria de Laisse-moi, j'en viens là justement, la réponse du berger à la bergère. Après le Nigeria aussi, quand lui s'est enrichi avec son pétrole et que tout le monde dans la sous-région se précipitait là-bas pour faire son beurre, le Nigeria aussi s'est mis à chasser les Ghanéens, ce qui était encore plus scandaleux que ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, on ne va pas montrer l'Afrique du Sud du doigt et le Gabon, ou le Gabon du doigt et parler. Non, nous les Ouest-Africains, nous sommes les spécialistes de ces horreurs, de ces scandales. C'est parce qu'en leur temps, on ne les avait pas dénoncés. Ni l'Union africaine, ni l'ONU, ni les droits de l'homme, ni vos fameux CPI où les gens vont se bronzer et s'enrichir, rien que pour maltraiter les Noirs. Ils n'ont rien dit. Si en ce moment il y avait eu des réactions nationales et internationales sérieuses, aucun autre pays n'aurait osé recommencer les mêmes scènes d'horreur. Mais aujourd'hui, ça recommence. Pourquoi? Parce que les autres ont fait ça, ils n'ont rien risqué. Ils n'ont absolument rien risqué. Vous parliez ici de la police, Didier. Mais moi, j'ai vu en Afrique du Sud, ici sur un camion, un véhicule de police, qu'un des tontons Makout parlait, haranguait les foules contre les étrangers sur un véhicule de police. Donc, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est ce qui se passe en fait dans tous les pays. Et aux États-Unis, le fameux ICE, chargé d'organiser la chasse à l'homme, des ouvriers agricoles dans les champs, on te prend, allez,
Au moins aux choses, en Afrique du Sud, on a donné jusqu'au 30 juin. Aux États-Unis, on te ramasse sur le chemin de l'école, tu vas chercher ton enfant à l'école, on t'embarque, on te fout dans un avion, on ne te renvoie même pas chez toi. Tu t'imagines, on a envoyé des Colombiens, des Syriens jusqu'en Centrafrique ou ailleurs, je ne sais pas, en Afrique. En RDC. En RDC. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas regarder seulement l'Afrique du Sud. Le problème vient d'où? Le problème vient des complications des situations économiques. Les Américains ont cru que c'est les étrangers qui bouffent leur pain. Et ils les ont chassés, ils se rendent compte que bon, il n'y a personne pour récolter les tomates, il n'y a personne pour récolter les pastèques, il n'y a personne pour faire tel ou tel métier. Et aujourd'hui déjà, les Sud-Africains sont tombés dans le même travers. Les Sud-Africains, tu les vois, ils sont ventrus gros comme des cochons, hein, et ils chassent les étrangers parce qu'ils sont dans les villes à manger gratuitement, mais ils ne se sont pas mis à la place des paysans, des fermiers producteurs, chez qui ces étrangers-là travaillaient pour faire vivre le pays. Déjà, les agriculteurs en Afrique du Sud ont des problèmes. Et ils disent on prend leur travail. Mais ils ne travaillent pas. Ils ne veulent pas travailler, excusez-moi. On parle de 30% de chômage en Afrique du Sud. Mais depuis qu'on a chassé, des dizaines de milliers d'étrangers sont partis. Je n'ai pas appris que les Sud-Africains se sont précipités sur les chantiers pour transporter les briques, faire du béton, hein, récolter les fruits dans les champs, labourer avec un tracteur. Non, je n'ai pas appris ça. Donc, dès qu'un pays a des problèmes économiques, l'exutoire, c'est l'étranger. Donc, ce n'est pas une spécialité de l'Afrique du Sud. Les États-Unis sont en train de faire ça à l'heure où nous parlons. Mais personne n'en parle parce que eux, c'est les États-Unis, eux, c'est les Blancs. Mais entre nous, les Noirs, on se lynche, on se tabasse, on se boxe. Ce que l'Afrique du Sud fait. Mais les politiciens ne disent rien. Pourquoi? J'ai posé la question, on me dit, pour des raisons électorales. Mais on va revenir sur le silence et des politiques et de la communauté dite internationale. Mais d'abord, quand on parle de xénophobie, c'est la haine de l'étranger, mais ce qui se passe en Afrique du Sud mérite qu'on apporte des nuances, qui est un nouveau concept qui a été inventé, l'afrophobie. Didier, pourquoi le rejet des étrangers cible-t-il quasiment exclusivement les populations noires, les Africains, tandis que les expatriés occidentaux ou asiatiques restent largement épargnés par le phénomène? Oui, il y a d'abord les raisons, elles sont nombreuses à mon avis. Il y a la raison économique que l'ambassadeur évoquait tout à l'heure. Et il y a aussi la démission des pouvoirs publics qui n'ont pas pu faire face, n'est-ce pas, à la structuration du pays en matière de services sociaux de base. Parce qu'on dit qu'en Afrique du Sud, il y a des tensions, par exemple, dans les hôpitaux et que tout ceci serait et que les migrants seraient la cause de tout ceci, ce qui est totalement discutable. Les Noirs sont les plus ciblés. Pourquoi? Simplement parce que, d'abord, l'Afrique du Sud, il faut le reconnaître, c'est vraiment l'une des meilleures destinations en matière d'immigration intra-africaine sur le continent. Quand vous prenez 20 habitants, en Afrique du Sud, vous avez un qui est un migrant. Et l'Afrique du Sud, même s'il accueille beaucoup de migrants, il n'est pas en tête de liste des pays où l'immigration intra-africaine est très forte. Vous prenez par exemple un pays comme la Guinée équatoriale, vous prenez un pays comme le Gabon et même la Côte d'Ivoire à côté. Voilà. Donc c'est vraiment des pays qui accueillent beaucoup de migrants, mais le risque et les réactions des autochtones n'est pas, le risque de s'en prendre aux migrants et des autochtones n'est pas vraiment le même. Mais le problème, il est le même partout parce que les migrants, quand ils se présentent dans un pays, c'est eux qui acceptent de prendre les petits boulots. C'est eux qui acceptent de prendre les tâches qui paraissent dérisoires auprès donc des nationaux. Et il y a d'abord ce fait. Ensuite, les autres communautés, quand vous prenez la communauté asiatique ou occidentale, c'est des communautés qui sont perçues par les Sud-Africains comme étant des investisseurs. Parce que ceux-ci, quand ils arrivent, c'est vraiment pour créer des grandes sociétés, pour créer des grosses boîtes et qui créent des emplois. Alors que ici, les migrants noirs, eux, c'est des gens qui viennent, qui sont dans le petit commerce, qui sont généralement dans les stands, dans les commerces de fortune et qui acceptent également d'aller dans l'agriculture, dans les mines. Ce sont vraiment des secteurs donc, avec vraiment des travaux qui sont très rudes. Bon, pendant ce temps, en Afrique du Sud, il y a aussi un autre problème. Même si l'Afrique du Sud représente une terre d'opportunité, le pays n'a pas eu le temps de bien se structurer. L'Afrique du Sud n'échappe pas à une réalité criarde sur le terrain qui est que nous formons vraiment des main-d'œuvre qui ne sont pas adaptées aux besoins de nos pays. Donc les systèmes éducatifs que nous avons hérités. Le noir sud-africain a été longtemps privé de l'école. Il y a ça, vous voyez par exemple. Donc il y a ça, mais il y a aussi les vestiges, si vous voulez, psychologiques de la période de l'apartheid pour le cas des Sud-Africains. J'ai vu une vidéo circuler où le président Thomas Sankara disait qu'en réalité, il était surpris qu'en Afrique du Sud, quand ils arrivaient en Afrique du Sud en avion,
que les Sud-Africains les voyaient comme des gens osés et d'un égoïsme vraiment déplacé. Parce que simplement, les traitements qui leur étaient réservés sont les mêmes traitements qui sont réservés aux Blancs, aux Occidentaux, et que les Sud-Africains voyaient ça très mal. Tout ceci, c'est vraiment le conditionnement, c'est le résultat du conditionnement que l'apartheid a eu, l'effet que l'apartheid a eu. Donc on voit le frère noir plus comme une menace, et on voit le blanc et l'asiatique comme vraiment... Alors que ce frère noir on le voit comme des gens bien. A plutôt aidé les Sud-Africains sortis de l'apartheid. C'est un chapitre sur lequel on va revenir. Le temps de creuser l'affaire du bouc émissaire économique, finalement. Excellence, vous l'avez dit, le taux de chômage en Afrique du Sud est élevé. Les chiffres parlent de 30%. Il y a des inégalités criardes. Post-apartheid, la faillite des services publics. Mais est-ce que c'est le migrant, le noir, qui est responsable de ces faits? Non, mais il faut chercher, il faut trouver un responsable. Il faut trouver un responsable. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut toujours trouver quelqu'un. Et ce n'est pas nécessairement... C'est autant dans l'Allemagne nazie. Tous les problèmes, c'était qui? C'était les Juifs. Mais les Juifs avaient fait quoi? Mais il fallait trouver un responsable. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les responsables de ce qui ne va pas, c'est qui? C'est les Noirs venus des autres pays africains. Mais je voulais insister sur les choses. Pourquoi on tape si facilement sur les Noirs? Parce qu'aucun Noir n'est protégé. Nos ressortissants partent et il peut leur arriver 1000 misères. Personne ne les protège. Comment on peut oser? Les petits pays, ça passe. Mais frapper sur les gens comme le Nigeria. En Afrique, aujourd'hui, en fait, la première économie, c'est le Nigeria, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Alors, frapper sur les Nigérians, je trouve que c'est osé. Vous avez dit que les gens on voit les Blancs comme les investisseurs. Non, il y a de vrais investisseurs noirs en Afrique du Sud. Il y a des hommes d'affaires de haut niveau qui ont des banques, qui ont des raffineries, qui ont des choses incroyables en Afrique du Sud. Alors, tu t'imagines, tu es propriétaire d'une banque ou bien d'une raffinerie ou bien de n'importe quelle autre unité industrielle de haute valeur. On te rencontre dans la rue parce que ta tête ne ressemble pas à un Zoulou. On te tape et on te chasse. Donc, c'est parce qu'on sait qu'il n'y aura aucune réaction. Ils ne peuvent pas oser taper un Indien. Il ne peut pas oser toucher à un Chinois. Un Juif. Non, le Juif, là, il ne faut même pas rêver. C'est-à-dire que si c'est même dans le rêve qu'il a rêvé qu'il a touché à un Juif, c'est la catastrophe déjà sur eux. Donc, il ne peut pas rêver toucher à un Européen. Pourquoi on peut toucher facilement aux Noirs? La preuve, ils le font. Il n'y a aucune réaction. Est-ce que l'Union africaine s'est réunie? Des choses comme ça, une réunion extraordinaire devait être immédiate. Est-ce que quelqu'un est dérangé en fait? Personne n'est dérangé. Oui, mais le fait de s'en prendre aux Noirs, chasser les opérateurs économiques, ça ne va pas désarticuler davantage l'économie et faire souffrir. C'est de la démagogie politique. Les politiciens, l'actuel président, excusez-moi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans la tête, il veut certainement sa réélection et il est prêt à faire tabasser tous les Noirs étrangers pourvu que demain aux élections, la population vienne voter pour lui. Vous aviez parlé de l'école et du temps de l'apartheid, mais faisons attention, au moment de l'apartheid, les Blancs n'ont pas refusé aux Noirs d'aller à l'école. C'est plutôt les combattants noirs qui décourageaient les jeunes d'aller à l'école. Non, il faut plutôt combattre le Blanc. Les enfants sont dans la rue, ils cassent, ils pillent, ils brûlent. Des voix se sont levées pour les mettre en garde en disant que vous voulez reprendre le contrôle du pays demain. Comment pouvez-vous reprendre et gérer ce pays si vous n'envoyez pas les enfants à l'école? Mais personne ne les écoutait. L'indépendance est venue. Les profiteurs, ceux qui étaient malins, ont envoyé leurs enfants dans les écoles à l'étranger. Moi, je me rappelle, dans les années 80, en Allemagne, j'étais boursier d'une fondation. Mais on était avec des enfants sud-africains. Aujourd'hui, je suis sûr que là-bas, c'est eux les leaders du pays. C'est eux qui dirigent le pays. Mais les autres qui étaient dans le quartier de Soweto, tous les jours, il faut sortir, il faut narguer la police, il faut jeter les cailloux, il faut piller. Mais c'est eux, justement, et leurs enfants qui, aujourd'hui, n'ayant ni diplôme, ni appris un métier, ils se retrouvent, on dit 30% de chômage. Mais si on sort de ces 30%, d'abord, ceux qui en réalité ne savent rien faire. 2, ceux qui savent faire mais ils sont paresseux, il restera à peine 5 ou 10% de vrais chômeurs en Afrique du Sud. Donc les autorités, les dirigeants doivent chercher une autre solution que de chercher la plus facile. Parce que si vous acceptez pour votre démagogie politique, vos soucis de réélection, qu'on tape sur les étrangers. Quand on va finir de taper sur les étrangers, et ça a déjà commencé, les nationaux eux-mêmes vont commencer une discrimination entre eux. Les Zoulous disent aujourd'hui que le pays est à eux. Les Sosa, les Ndlébé, les Matabélé, les machins, tout ce qui était là-bas qui ont lutté ensemble pour que le pays soit libre. Mais les Zoulous disent, mais vous ne comptez pas. On va chasser les Ghanéens, les Nigériens, les Togolais, les Béninois, les Burkinabés, tout. Mais après, les Zoulous cherchent quelqu'un à chasser, ils ne trouvent personne. Ils trouvent un Sosa, ça dit que les gens de l'ethnie de Mandela, et ils le chassent. Voilà où l'Afrique du Sud va. Pour le moment, ça c'est rien. Maintenant, le deuxième axe de notre débat, le grand paradoxe